Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du cas Paul Sexas. On est à quelques jours du départ du Tour, mais le Français fait déjà énormément parler. D'un côté, beaucoup le voient déjà capable de finir sur le podium, surtout quand on regarde la saison monstrueuse qu'il est en train de faire. Mais de l'autre, certains pensent qu'il n'est pas encore prêt pour un Tour de France, qu'il est encore beaucoup trop jeune et que la marche est déjà trop haute pour viser aussi grand dès maintenant. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que Paul Sexas peut vraiment rêver d'un podium sur le Tour? Dans cette vidéo, on va revenir sur sa saison actuelle, sur les raisons d'y croire et sur les inquiétudes qu'on a autour de lui. À la fin, je vous donnerai mon prono final sur Paul Sexas et sur ce qu'il peut réellement viser sur ce Tour de France. On est parti. Pour se remettre dans le contexte, il faut déjà préciser qu'il s'agit de la première saison professionnelle complète de Paul Sexas. L'an passé, on l'avait déjà vu participer à des épreuves du World Tour, le Critérium du Dauphiné, le Tour de Lombardie en fin de saison, mais c'était quelques courses choisies. On l'avait vu également sur le circuit Espoir remporter le Tour de l'Avenir de manière assez convaincante, mais il n'avait pas participé à une saison complète. Cette année, c'est sa première vraie saison chez les pros et on voit qu'il impressionne déjà. Pour sa rentrée, il a remporté une étape du Tour d'Algarve en battant Juan Ayuso, Joel Almeida, Florian Lipovic, Oscar Onley, rien que ça, sur la première arrivée en montagne. Grâce à cette belle victoire d'étape et un excellent contre-la-montre où il a pris la quatrième place de l'étape, seulement battu par Ayuso, Söderqvist et le monstre Filippo Ganna, il a pu finir à la deuxième place du classement général pour sa première course de la saison, ce qui indiquait déjà la couleur. Il finit devant des coureurs comme Florian Lipovic, qui pour rappel ont déjà fini troisième du Tour de France, des coureurs comme Oscar Onley qui ont déjà fini dans le top 5 du Tour de France, un coureur comme Joel Almeida qui est une référence sur les courses d'une semaine, notamment en 2025. Il est seulement battu par Juan Ayuso, qui était très en forme et qui est un coureur très brillant. Après ça, il participe à la Fonardèche Classique, qui remporte de manière impressionnante et très convaincante en faisant exploser tout le peloton dans la montée finale. Il fait exploser Jorgensen, Lenny Martinez, Romain Grégoire et plein d'excellents coureurs. Ce qui m'a personnellement impressionné ce jour-là, c'était qu'on n'était pas non plus sur un profil de course qui lui correspondait parfaitement. On sait que c'est un pur grimpeur qui aime les longues ascensions. Là, on retrouvait des ascensions qu'on peut plus qualifier de courtes, même si elles étaient raides. On a vu que même sur ce genre de difficulté, il réussissait à imprimer des gros tempos et faire exploser tout le monde de la roue. Il a remporté de manière impressionnante cette course. Après ça, il a participé au Strade Bianche, où il s'est mesuré pour la première fois de la saison à Tadej Pogacar, à Isaac Del Toro et à plein d'autres gros coureurs comme Tom Pitcock. On l'a vu impressionnant sur les chemins blancs. Pour sa première participation, il était très fort. Il prend la deuxième place à Aslan Pogacar, certes, mais en dominant et en maîtrisant ses adversaires pour la seconde place. Il a notamment fait exploser Isaac Del Toro dans la dernière montée. Moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que l'Estrade Bianche, c'est une course où il faut quand même être bien placé, il faut bien manœuvrer avec son vélo, et surtout, il faut avoir de l'expérience sur cette course pour bien reconnaître les bons chemins blancs, savoir à quel moment attaquer, bien placer son vélo pour éviter les crevaisons. Et on a vu que pour sa première participation, il était déjà très à l'aise et que s'il n'y avait pas Pogacar, en fait, il aurait fait un solo de je ne sais pas combien de kilomètres, mais qu'il aurait été monstrueux. Donc c'était vraiment choquant la maturité avec laquelle il a traversé cette course. Parce que sur des courses où c'est uniquement une montée sèche, ça se joue vraiment à la puissance. Mais l'Estrade Bianche, c'est un profil de course où il faut vraiment être bien placé, optimiser la route, optimiser son équipe, savoir sortir au bon moment, faire face quand on a des problèmes mécaniques. Et je l'ai trouvé vraiment impressionnant avec une très grande maturité et ça annonçait déjà du lourd pour la suite de sa saison. Après ça, il a fait une petite coupure avant de revenir avec le Tour du Pays Basque, où il a remporté sa première course World Tour par étape, en remportant 3 étapes sur ce même Tour du Pays Basque. Le contre-la-montre inaugural, où il a parfaitement dominé ses adversaires. On sait que c'est un excellent rouleur. Ça montait, ça descendait, il y avait un peu de place sur le chrono. C'était parfait pour lui, il a parfaitement maîtrisé la course. Le lendemain, il annonce à la presse qu'il va vouloir viser l'étape, alors qu'il restait qu'une seule difficulté avec 20 km de descente après. Certes, c'était une difficulté de plus ou moins 9 km à 8%, mais c'était très risqué de partir tout seul et de faire 20 km après solo. Il a assumé, il a attaqué dès le pied de la montée quasiment. Il a fait un numéro en prenant plus d'une minute d'avance sur le peloton. Il a fait la descente à bloc en prenant des trajectoires de malade. Il remporte une deuxième étape. Après ça, il remporte l'étape d'Eibar, si je ne dis pas de bêtises, en dominant Lipovic au sprint, tout en maîtrise. 3 victoires d'étape dans 3 profils de course différents, avec des stratégies différentes. Impressionnant. Ce qui était bluffant ce jour-là, c'est que sur le Tour du Pays Basque, du coup, il a mis fin à la 17.
des Français qui n'ont pas gagné sur une course World Tour de plusieurs jours. Mais tout au long de la semaine, avec le maillot jaune, on l'a trouvé très à son aise, très rassurant, pas stressé. Même quand il y a eu des changements de conditions climatiques, il y a eu de la pluie, du beau temps, ça a été un peu plus compliqué. On l'a vu quand même pas stressé et bien gérer ses émotions. Donc c'était à souligner parce que beaucoup de coureurs auraient pu céder à la pression d'un maillot jaune, à la pression des médias français, du fait que c'est le premier coureur à remporter une course, à potentiellement remporter une course World Tour depuis quelques années. Donc ça a été vraiment, en plus d'une grosse impression au niveau des jambes, une grosse impression au niveau mental et sur son état d'esprit en général et de la structure de son équipe tout simplement. Après ce magnifique Tour du Pays Basque, il participe à la Flèche Wallonne où il remporte magnifiquement cette épreuve. C'est comme l'Estrade Bianchi, pour moi, c'est une épreuve très difficile à remporter pour une première participation parce que certes, c'est une course de puissance à la fin où il faut faire sauter tout le monde et il faut envoyer les watts, mais ça reste un effort où il faut bien timer son attaque. Après, là, on a bien vu qu'il était plus fort et que même s'il avait attaqué plus tôt ou plus loin, il aurait quand même gagné tellement il était au-dessus des autres. Mais c'est quand même une course où il faut bien gérer et pas attaquer trop vite. Et je l'ai trouvé très intelligent. Je pourrais pas dire qu'il a attaqué trop tôt ou trop tard, parce que dans tous les cas, il a gagné. Donc dire qu'il a attaqué trop tôt ou trop tard, ce serait pas, pas véridique. Mais en tout cas, il était monstrueux sur cette course. Pour une première participation, il gagne. Il a assumé son statut de favori. Moi, c'était pas un profil de course où je le voyais gagner pour une première participation. C'est plus une course qui se au puncher. On a vu qu'il avait quand même pas mal de punch, surtout par rapport à l'année d'avant, où on a vu qu'en à peine un hiver, il a énormément progressé sur son sprint, en réglant des sprints face à des Juan Ayuso, qui est un excellent finisseur, un excellent sprinter. Il gagne la Flèche Wallonne, qui est une course pour puncher et coureur qu'une belle pointe de vitesse quand même. Mais ce qui m'a le plus marqué sur cette Flèche Wallonne, c'est qu'il n'y avait pas Pogacar, pas Vingegaard, pas Evenpool, pas Isaac Del Toro. Il n'avait pas de grands adversaires sur le papier, donc il avait vraiment l'étiquette et la pancarte. Tous les coureurs l'attendaient et l'observaient, et malgré ça, il n'a pas été stressé pendant la course. Il a su pendant la course bien se repositionner et attaquer le pied de la dernière montée bien placé, alors que beaucoup d'autres coureurs frottaient à 2-3 km de l'arrivée. Lui, il était tranquille au chaud dans le peloton, et au moment où ça a compté, il s'est bien replacé, il a fait la montée en tête et a géré. Donc c'était vraiment impressionnant. Après cette magnifique victoire sur la Flèche Wallonne, on l'a vu à Liège-Bastogne-Liège, où là pour moi c'était un profil qui lui correspondait un peu mieux, parce que déjà c'est une course beaucoup plus longue, et on sait qu'il a une énorme endurance malgré son jeune âge. On l'a vu très à son aise sur Liège-Bastogne-Liège, où dans la redoute c'est le seul à suivre Tadej Pogacar. Et pour ceux qui n'ont pas vu cette course, n'hésitez pas à aller la voir. Quand Pogacar part à 900 mètres du sommet comme chaque année, c'est le seul à prendre la roue. Et en à peine 30 secondes, je ne sais pas combien de mètres il colle aux autres, mais c'est terrifiant. Pour vous dire, sur la caméra d'Eurosport, on voyait même plus les adversaires tellement ils étaient loin. Bon, on a vu qu'il était en surcuisson dans la roue de Pogacar. Il a quand même réussi à la suivre pendant 900 mètres. Après ça, dans la montée d'après, il a quand même réussi à s'accrocher. Malheureusement pour lui, dans la Roche au Faucon, il a dû céder et Pogacar a remporté la course de plus d'une minute. Donc sur le papier, il prend un gros écart quand même, mais lui aussi met un gros écart aux autres. Et on a bien vu que c'était un des seuls qui pouvait suivre Pogacar. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de s'accrocher dans la route du Slovène. Après, bien sûr, c'est sur une côte, pas un col. C'est sur une classique d'un jour, pas un grand tour. Mais ça reste quand même la route Pogacar. Et c'est pas donné à tout le monde de le suivre. Ce jour-là, il a été monstrueux. Et honnêtement, il m'a fait rêver. Je pense qu'il a fait rêver pas mal de Français et pas mal de fans à travers le monde. Mais ça a été vraiment impressionnant de voir ces images. Après cette super performance et un super printemps pour lui, il a eu une période de coupure où il est parti s'entraîner en stage pour préparer le Tour de France. Pour préparer le Tour de France, justement, il y avait une dernière répétition générale avant la grande boucle, le Critérium du Dauphiné, alias le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Malheureusement, alors qu'il était encore dans la course pour la victoire finale, il est tombé dans une descente qui l'a contraint à abandonner l'épreuve. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas pu faire les étapes de montagne qui étaient hyper intéressantes et sur lesquelles on aurait pu voir où il en était face à une belle concurrence, car sur ce Critérium du Dauphiné, il retrouvait Ayuso, concurrent au maillot blanc et au podium, Isaac Del Toro, concurrent au maillot blanc et au podium. En abandonnant sur la dernière étape, il n'a pas pu montrer ce qu'il valait tout simplement, parce que certes, il a fini l'avant-dernière étape, qui était également une étape de montagne, mais il l'a fini en sang, abîmé de partout, en faisant 80 km pour revenir dans la course, ce qui fait que si on est honnête, on ne peut pas mesurer et avoir un avis factuel de Paul Sexas, vu qu'il a perdu trop d'énergie dans les montées précédentes pour revenir. On ne peut pas se faire réellement un vrai avis, parce que je pense que sans la chute, il aurait été largement devant.
Je ne sais pas s'il aurait gagné l'étape devant Ayuso et Isaac Del Toro, mais je pense qu'il aurait clairement été dans la bataille. Donc, je ne peux pas émettre d'avis définitif et de vraies conclusions sur ce Dauphiné. Ces excellents résultats toute la saison nous donnent énormément de raisons d'y croire pour Paul Sexas et pour pourquoi pas un podium sur le Tour de France. Moi, ce que j'ai remarqué de ce jeune coureur depuis maintenant 1 an et demi qu'il est dans le peloton professionnel, c'est qu'il a un mental de champion. Il assume auprès de la presse. Quand il a un plan, il l'annonce et il le fait. Il se cache pas. Quand il déconne, il l'assume. Quand il a chuté, il a dit que c'était de sa faute. Il a remercié ses équipiers. Il a également fait preuve de beaucoup de caractère, car après sa grosse chute dans la descente, beaucoup auraient abandonné. Lui, il allait au bout de lui-même. Il a remercié ses équipiers. Je trouve qu'à travers son discours et ses actes en course, il a réussi à fédérer ses équipiers autour de lui. On sent que ses coéquipiers sont prêts à se sacrifier pour lui. Comme par exemple l'an passé, lors du Tour des Alpes, où Paul Sexas et son coéquipier sont les deux en tête de l'étape tout simplement et vont se disputer la victoire finale. On entend le directeur sportif de la Décathlon dire Paul Sexas, tu prends l'étape et Nicolas Prudhomme, tu finis deuxième. Paul Sexas, qui n'avait à ce moment-là jamais gagné en pro, a décidé en grand seigneur de donner la victoire à Nicolas Prudhomme, son coéquipier et son futur lieutenant, ce qui montre bien la générosité qu'il a et en fait le côté fédérateur qu'il a. Il avait 19 ans, il n'avait pas encore remporté une course en pro, il avait 18 ans même. Son directeur sportif lui donne un ordre, lui décide de récompenser son coéquipier qui est beaucoup plus vieux et qui sur le papier aura une beaucoup moins belle carrière que lui. Et ça, c'est un geste qui m'a beaucoup marqué et qui fait que selon moi, il a un mental de champion. En plus, quand il a été en rôle de leader sur différentes courses, comme le Tour du Pays Basque, on l'avait assumé son statut de leader, enfoncer le clou quand il le fallait, faire preuve de sérieux sur la plupart des étapes et savoir quand mettre le coup final pour être sûr de remporter la victoire. Donc pour moi, c'est clairement un grand champion. Ensuite, ce qui est factuel, c'est son niveau en montagne qui est impressionnant et dans les côtes punchy, il est vraiment, vraiment monstrueux. De toute façon, j'aime pas me baser sur les watts parce que je trouve que ça veut pas tout rien dire, mais il faut savoir les interpréter. Faut voir le profil de l'étape. On peut pas comparer des watts d'un coureur et des watts d'un autre coureur sur une étape de 3 semaines, une étape au bout du deuxième jour de course. Donc il y a plein de trucs à prendre en compte. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il a des chiffres monstrueux et ses résultats le montrent. En haute montagne, il est très fort. Sur les arrivées en montée, il est très fort. Sur le plat, il est monstrueux. Et le dernier point, c'est sa grosse maturité pour son âge. Il a que 19 ans. On a l'impression que ça fait très longtemps qu'il est dans le milieu pro. Il a les codes, il a l'attitude, comme je l'ai dit. Il s'est fédéré autour de lui. Il est sérieux, il n'a pas la pression. On dirait qu'il est né pour ça. Donc, je le trouve très mature pour son âge. Et à titre de comparaison, c'est pas encore que je vais comparer à Pinot, par exemple, lorsqu'il arrivait sur le tour, quand il était jeune, il avait 22 ans, mais c'était un 22 ans tout jeune qui connaissait rien, qui découvrait presque les caméras, les projecteurs et le rôle de leader. Lui, on sait qu'il est né pour ça, en fait, depuis qu'il a à peine, je sais pas, 13, 14 ans. Il sait qu'il sera dans ce rôle-là, qu'il doit arriver à ce moment-là, dans cette position, et qu'il est fait pour ça, tout simplement. Vous dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, oui, ses résultats sont très rassurants. Oui, il a l'étoffe d'un champion et il y a beaucoup de raisons d'y croire, mais on a également beaucoup d'incertitudes autour de Paul Sexas. La toute première, c'est l'incertitude après sa chute sur le critérium du Dauphiné. Certes, physiquement, il va bien, mais il a quand même fallu quelques jours avant de reprendre l'entraînement dehors où il a dû faire un peu d'entraîneur. Donc, ça cause quelques retards pour la préparation finale. C'est jamais anodin une chute. Certes, physiquement, quand il va se présenter samedi à Barcelone au Tour de France, il sera bien physiquement, pas de cicatrice, mais ça reste quand même quelque chose qui a retardé sa préparation. Et au-delà de l'aspect physique, où il y a des séquelles, il y a des douleurs, c'est surtout mental. On sait qu'il est tombé dans une descente à grande vitesse, on sait qu'il a dit que c'était de sa faute et qu'il allait courir différemment maintenant, mais est-ce qu'il ne sera pas traumatisé dans certaines descentes? Est-ce qu'il n'osera pas doubler dans certaines descentes ou sur le plat et il peut potentiellement prendre une cassure? Est-ce que ça va pas le stresser et provoquer d'autres chutes justement avec la peur de tomber? Ou est-ce que potentiellement il pourrait se faire larguer dans des descentes avec la peur de nouveau tomber? Ça, on ne peut pas le savoir. C'est sa première grosse chute chez les pros. Donc c'est des choses auxquelles on n'a pas les éléments de réponse et qu'il faudra voir sur ce Tour de France. La deuxième incertitude, c'est que c'est son premier grand tour en carrière. Donc on n'a aucune donnée et aucune stat factuelle pour voir ce qu'il vaut. On sait qu'il y a beaucoup de coureurs comme Pogacar, comme Ayuso, qui ont réussi à performer sur leur premier grand tour. Ayuso, il fait troisième de la Volta. Pogacar, pareil.
Mais déjà, la Vuelta, c'est pas le Tour de France. C'est une course beaucoup plus ouverte et beaucoup plus simple. Le Tour de France, c'est beaucoup plus stressant. Il y a beaucoup plus de médiatisation. Il y a beaucoup plus de nervosité. La Vuelta, c'est un grand tour, certes, mais pour moi, c'est vraiment en dessous du Tour de France. Donc, déjà que c'est difficile, vu qu'on n'a pas de données sur lui, ça se trouve, il a aucune caisse sur 3 semaines. Il peut exploser dès la fin de la première semaine de course. Là, le fait de participer dès le début du Tour de France, c'est encore plus une incertitude. Et c'est des éléments auxquels on n'a aucune réponse. Même si on se doute que s'il est endurant sur une semaine, pourquoi il ne serait pas sur 2 semaines et pourquoi il ne serait pas sur 3 semaines vu qu'il s'entraîne comme un pro. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir des avis et des théories, mais ce n'est pas des choses qu'on peut confirmer. Donc il y a quand même une incertitude sur ça. La troisième et dernière inquiétude autour de Paul Sexas, c'est qu'il y a une grosse pression. Comme je vous l'ai dit, sur le Tour du Pays Basque, il y avait déjà beaucoup de pression parce que c'était le premier Français à remporter une course World Tour de plusieurs jours. Mais comme je le disais dans une précédente vidéo, les gens qui regardent le Tour du Pays Basque, c'est uniquement des passionnés de vélo qui suivent toute la saison. Là, sur le Dauphiné, on a vu que c'était avant le Tour de France et que c'était après avoir suivi Pogacar pendant quelques mètres que tout le monde le voyait favori. Les bookmakers, pareil, les observateurs, les journalistes, tout le monde disait Paul Sexas, il va exploser Del Toro, il va exploser Ayuso, il va mettre 10 minutes à tout le monde, il va montrer qu'il n'y a que Pogacar. Il y en a même qui disaient qu'il était déjà plus fort que Jonas Vingegaard. Et malheureusement, on n'a pas eu les éléments de réponse sur le Dauphiné parce qu'il a abandonné. Et c'est possible que la chute soit aussi indirectement liée à la pression parce qu'il se dit faut que je me replace dans la descente sans perdre d'énergie. Comme ça, j'arrive à 100% au pied de la dernière ascension et je peux tout envoyer. Et je peux envoyer un message aux journalistes, aux adversaires et à tout le monde. Et c'est peut-être des petites choses comme ça qui ont provoqué une chute. C'est plein de petits facteurs à prendre en compte. Et là, on était sur le Dauphiné. Donc imaginez sur le Tour de France ce que ça va être. Il y aura tous les médias, grand public et spécialisés. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être dur à vivre. Et sur une semaine, pour le moment, on a vu que ça allait. Mais là, ce sera 10 fois pire. Et surtout que ce sera potentiellement sur 3 semaines. Donc comment il va faire quand au bout de 15 jours, il sera fatigué ou après une étape où il va subir un échec et perdre, je sais pas, 1, 2, 3 minutes. Comment il va faire pour parler à la presse? Est-ce qu'il va pas craquer? Il y a plein de choses à prendre en compte sur lesquelles on n'a pas encore d'éléments de réponse et sur lesquelles personne, je le rappelle, peut se prononcer. On arrive maintenant à la partie que tout le monde attend. À quelle place va finir Paul Sexos? Donc, j'ai beaucoup parlé des points négatifs, mais ils sont largement inférieurs aux points positifs et aux résultats qu'il a obtenus cette année qui nous ont clairement rassurés. Donc, pour moi, Paul Sexas va réussir ce Tour de France. Déjà, c'est fini dans le top 10 pour moi. Sur Tour de France, il est réussi. Je pense clairement qu'il peut viser un top 5 du classement général. Remporter une étape, pourquoi pas, on ne sait jamais. Mais pour moi, il peut clairement finir dans le top 5 au vu de ce qu'il a montré cette saison. Clairement, j'ai quand même évoqué les arguments du fait qu'il n'a jamais fait de grand tour, on ne sait pas ce qu'il vaut. Mais il s'entraîne comme un pro depuis des années. Il a une grosse équipe qui le prépare très bien. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas fort tout le long des 3 semaines de course. La pression, il connaît ça depuis quelques années. Il a annoncé crack depuis des années. Il aime ça. Je pense qu'il va quand même réussir à l'affronter, même s'il peut y avoir des moments de doute. Je le vois clairement finir dans le top 5. Dans ma vidéo où je donne mon top 10, je les mets à la quatrième place. J'ai mis Remco Evenepoel devant, mais clairement pour moi, il y a un match. Il peut clairement finir à la troisième place et je ne serais pas surpris du tout qu'il finisse troisième. Pour moi, en montagne déjà, c'est le troisième plus fort au monde. Il y a Pogacar en 1, il y a Vingegaard en 2 et il y a Paul Sexas en 3. À lui de ne pas prendre de cassure sur les étapes pièges, à lui d'être bien placé et de savoir gérer ses forces, à lui de faire en sorte d'arriver en forme pour le final de ce Tour de France, à savoir les Alpes et les arrivées à l'Alpe d'Huez qui seront cruciales pour lui. Il sera d'ailleurs dans sa région, lui qui est de cette région-là. Donc personnellement, je l'ai mis quatrième, mais c'est parce que Remco Evenepoel, j'avais pris un risque, j'ai osé, et c'est parce que j'apprécie beaucoup Remco Evenepoel. Mais factuellement, pour moi, Paul Sexas peut clairement faire un podium. On n'est pas à l'abri qu'il y ait des chutes et des abandons. Pourquoi pas pour le Danois, ça se trouve pour Pogacar, ou même pour des Ayuso et des Del Toro. Un Tour de France, c'est toujours plein de surprises. En tout cas, moi, il a clairement le niveau pour faire top 5. Et honnêtement, je le vois clairement sur le podium. Il a annoncé à la presse, on a vu sa composition d'équipe, il y aura une belle équipe autour de lui. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y aura quand même un sprinter, Olaf Koy, mais il n'aura pas beaucoup de poissons pilotes. Il aura Dan Houle et Chesbol, mais qui seront là dans tous les cas, qui étaient prévus pour Paul Sexas pour l'aider sur le plat. Donc il a une bonne équipe. On retrouve des grimpeurs comme Aurélien Paré-Peintre, Nicolas Prudhomme, son fidèle lieutenant, Matteo Riccitello, un coureur de référence, un très jeune coureur qui a déjà fait de belles places sur les grands tours, et Tish Benoît, un coureur d'expérience
qui a déjà remporté un Tour de France, deux Tours de France même, en tant qu'équipier de Jonas Vingegaard. Donc on a une très belle équipe. Paul Sexas l'a annoncé. Il a dit qu'il se sent prêt, qu'il est prêt à tout donner sur ces 3 semaines de course et qu'il vise le meilleur classement possible. Bien sûr, il n'a pas dit publiquement qu'il visait un podium, mais je pense que dans sa tête, c'est clairement ce qu'il vise. Un top 5, ce serait bien. Il dit ça clairement pour pas se mettre la pression, mais au fond de lui, je sais qu'il vise un podium, j'en suis sûr. Je pense même que dans sa tête, il croit pouvoir remporter le Tour de France, ce qui est logique. Il va pas venir sur un Tour de France pour dire je vais me faire battre par Pogacar et Vingegaard. Il sait qu'il est moins fort actuellement qu'eux à la pédale, mais sur une course de 3 semaines, tout est possible. Paul Sexas, c'est un champion. Il va viser la meilleure place et je pense qu'il va nous surprendre. Enfin, est-ce que ce serait nous surprendre de finir sur le podium tellement ses standards sont élevés? En tout cas, ce serait monstrueux pour son âge. Ce sera le plus jeune coureur du Tour de France. Moi, j'ai envie d'y croire et je pense clairement qu'il peut faire un podium. Vous, dites-moi à quelle place vous voyez Paul Sexas finir ce Tour de France. Dites-moi ça en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.